Tout de suite, la deuxième partie du débat consacrée aux affaires et à leur impact sur la campagne présidentielle française. Jamais une présidentielle n'a été à ce point soumise au calendrier judiciaire. Les affaires en rafale entravent-elles la campagne? Je voudrais voir tout de suite avec vous, Adélaïde Zulfikar-Pašić, tous ces scandales éloignent-ils finalement la campagne des vrais sujets? C'est évident qu'on ne parle pas des sujets de fond. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, on a parlé, les uns et les autres, on parlait des propositions des candidats qui ont été faites récemment, que ce soit le programme économique de François Fillon en début de semaine, les propositions de Jean-Luc Mélenchon, ça marche à venir, les propositions d'Emmanuel Macron en matière de justice. Et ce qui transparaît dans les médias et ce qui transparaît, nous on suit un petit peu ce qui se dit aussi sur Internet, les réseaux sociaux, et sans comme une mesure, enfin c'est vraiment sur les affaires. Et il y a très peu de choses. Ça pollue le fond. Voilà, mardi matin, pic de citation sur François Fillon, il avait annoncé son programme la veille en matière économique. Les mots qui étaient associés aux recherches étaient les mots costume, mariage, mari, rien sur le pouvoir d'achat, rien sur la TVA. Et c'est vrai que pourtant les Français ont des préoccupations qui s'expriment. C'est ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, les Français. Que souhaitent-ils? Puisque dans les sondages, au contraire, ils veulent qu'on leur parle du fond aujourd'hui dans la campagne. Ils veulent qu'on leur parle des sujets qui les préoccupent. Et ces sujets, quels sont-ils? Le chômage, qui reste la préoccupation numéro 1 des Français, l'emploi en général. On a vu poindre un sujet qui était pas majoritaire ces derniers mois, qui est la question de la santé, de l'avenir de la protection sociale, parce qu'aussi il a été porté dans les différents débats, notamment de la primaire de la droite. Mais c'est un sujet qui les préoccupe, parce que la santé, c'est leur quotidien, c'est leurs proches, c'est leurs parents, c'est leurs enfants. Ils ont envie qu'on parle de ça. Et puis, évidemment, il y a quand même la question de la lutte contre le terrorisme, qui est un sujet qui a pris de l'ampleur ces derniers mois, compte tenu de l'actualité, et qui les préoccupe. Donc voilà, il y a ces sujets, il y a aussi l'éducation. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels ils attendent, non pas les candidats, mais peut-être que la campagne braque un peu ses projecteurs, puisque les candidats, ils essayent en ce moment. Donc en fait, ils en ont marre, ils en ont assez de ces affaires? Ils en ont assez de ces affaires. Je pense qu'en plus, ils ont aussi un petit peu le sentiment qu'il ne reste même pas 40 jours avant le premier tour, 40 jours pour se décider, pour faire un choix, mais sur quelle base, quand ils n'ont pas le sentiment d'avoir le niveau d'information requis pour effectuer un choix éclairé pour une personnalité. C'est un choix qui est engageant, puisqu'on parle quand même de l'avenir de la France pour les 5 prochaines années. Alors Arnaud Leroy, vous êtes soutien d'Emmanuel Macron. Alors il se targue de vouloir transformer la société française en profondeur. Est-ce que finalement il prône aussi un programme de rupture? En tout cas, c'est ainsi qu'il l'affiche. Bah oui, écoutez, c'est déjà le titre de son bouquin, Révolution. Sauf que c'est une rupture qui se veut équilibrée sur 2 jambes. Un programme de réduction, si on commence par ça, de la dépense publique, 60 milliards. Mais aussi un effort important d'investissement sur la formation, la transition écologique. On parle de 50 milliards, donc c'est pas rien. Moi, je pense, pour revenir sur la question de ce qu'attendent les Français, je pense qu'ils attendent aussi un personnel politique qui soit à la hauteur de la tâche qui est à mener. Moi, pendant 5 ans, on a dû réparer, je pense, pouvoir répondre à Philippe Bas là-dessus, les dégâts du quinquennat Sarkozy-Fillon, parce qu'il faut savoir dans quel état on a retrouvé la France. En juillet 2012, pour ceux qui ont un peu de temps, un peu de lecture nocturne, le rapport de la Cour des comptes qui expliquera que l'écran de fumée de la crise de 2008, c'est 150 milliards et c'est 600 milliards de dettes à la fin. Donc là, vous parlez du bilan de François Hollande? Non, du bilan de François Fillon, dont on oublie, je suis désolé de le rappeler, qu'il a été Premier ministre. Donc quelqu'un qui nous dit aujourd'hui qu'il faut faire de la sécurité, qui a supprimé 13 000 postes dans la police et la gendarmerie, qui a supprimé les renseignements généraux territoriaux, qui a saccagé l'école publique, qui aujourd'hui vient me parler d'avenir de la France, je dis non monsieur, vous avez un passif, prenez vos responsabilités, restez chez vous, nous nous occupons de la France. Voilà. D'ailleurs, le programme de François Fillon est aussi un programme de rupture, c'est ce qu'il dit dans Les Échos. Tout le monde propose un programme de rupture, c'est quand même assez intéressant, il va plus loin que le programme d'Emmanuel Macron, en tout cas en termes de coupe budgétaire. Les socialistes, après 5 années de gouvernement, ne peuvent pas s'empêcher de toujours ramener le bilan de leurs prédécesseurs. Mais enfin, vous avez fait exactement la même chose dans la première partie. Ce que les Français ont sous les yeux, c'est pas le bilan d'il y a 5 ans. En 5 ans, on peut redresser un pays. Ça dépend où il est tombé. Ce pays n'a pas été redressé. Je comprends que vous défendiez le bilan de François Hollande, puisque Macron est le candidat qui a porté la politique économique de François Hollande. Il est l'héritier de François Hollande, Emmanuel Macron? Et ce bilan est très mauvais. Il est l'héritier de François Hollande, Emmanuel Macron? Monsieur Bas, peut-être, je ne pense pas aux yeux des Français. Moi, je pense qu'il est l'héritier de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, si vous voulez. Ah, c'est une synthèse entre les deux. Parce que je pense que les 2 quinquennats sont de même nature. Vous m'avez posé une question sur la rupture. J'espère que je pourrai l'expliquer. Vous l'expliquerez. Alors, allez-y, vous m'avez posé une question sur la rupture. Je suis heureux que François Fillon, qui a le premier parlé de rupture, fasse des émules. Mais la rupture, pour qu'elle soit une rupture authentique, pour qu'elle comporte un choc de compétitivité, ça ne doit pas être un robinet d'eau tiède.
Ça doit être un électrochoc. Dans le montant... C'est une thérapie de choc, on peut le dire. Dans la suppression des 35 heures, M. Macron y a renoncé. Dans la restitution de pouvoir d'achat aux Français par la baisse de cotisations sociales. Dans l'ampleur des économies et de la réduction des déficits publics. Aucun programme n'est à la mesure de celui que François Fillon propose aux Français. Mais... ce qui est irréaliste, c'est de continuer au même rythme que ces 5 dernières années, avec une gestion à la petite semaine. Si notre pays n'accepte pas des réformes profondes, alors il va continuer à s'enfoncer. Ce que propose François Fillon, c'est de mettre fin au décrochage de la France et de nous assigner une ambition, celle d'être la première puissance économique du continent à l'horizon de 10 ans et de mettre fin au chômage de masse. François Fillon peut-il incarner un tel programme, Éric Coquerel ? Mais François Fillon peut incarner un tel programme, et je le répète, c'est un programme de même nature que celui de M. Macron. Là, si on veut parler politique. Qu'est-ce qui symbolise... Votre rupture est différente. Attendez, qu'est-ce qui symbolise ces 2 quinquennats ? Au-delà des effets d'annonce de M. Hollande candidat, c'est la même poursuite de la politique de l'offre, c'est-à-dire celle qui estime qu'il faut baisser ce qu'ils appellent le coût du travail, on appelle ça le prix du travail. Et vous êtes contre. Pour faire en sorte que les marges bénéficiaires des entreprises ne cessent d'augmenter, ce qui fait qu'on est le recordman d'Europe des dividendes. Ça s'est bien porté. C'est des politiques d'austérité. C'est le respect de la règle d'or européenne et donc des politiques de récession alors même qu'on a une économie qui est en manque d'activité. C'est des politiques qui s'en prennent toujours, par exemple, suppression de l'ISF pour vous, baisse des impôts sur le capital, donc des politiques qui laissent finalement toujours la même rengaine. Les profits d'aujourd'hui seront les emplois de demain. Ça fait 30 ans qu'on nous le sert, il n'y a pas eu un iota d'emplois créés. Vous proposez une augmentation des dépenses. Voilà. Nous, ce que nous proposons, c'est une politique radicalement différente 173 de celle qui milliards depuis 30 ans d'euros dans ce pays. Et qui sont faites au contraire, mettre de l'argent dans l'économie, c'est-à-dire arrêter de faire des dépenses publiques qui atrophient la relance de l'activité. Je rappelle que les dépenses publiques, c'est aussi des recettes dans le PIB. Donc nous proposons de relancer par des relances à la fois d'investissement 100 milliards, 173 milliards dans le social, de lutte contre la pauvreté, la transition énergétique, etc. Et nous proposons d'aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire à la fois parce que la France a des capacités d'emprunt, contrairement à ce qu'on peut dire, et deuxièmement parce qu'il faut aller récupérer l'argent qui n'est pas investi depuis 30 ans et qui n'arrête pas de nourrir les actionnaires. Elle doit s'endetter plus, la France, Éric Coquerel, pour financer 173 milliards de dépenses. Ce qui a endetté la France, c'est M. Fillon, 600 milliards on est dans son pratiquement gouvernement à 100% du PIB, pour socialiser les pertes des banques. C'est des pertes qu'on continue à se faire. Donc il y a une bonne dette, le dette par exemple d'investir pour des hôpitaux, des écoles, le fonctionnement de l'État, mais il y a une mauvaise dette qui est à un moment donné le fait que ce sont les États qui ont permis de sauver les banques en 2008. Mais oui, on peut continuer à augmenter une dette à partir du moment où elle est productive pour les générations à venir. Donc c'est une politique totalement différente et qui passe, je vais le dire encore, il y a une petite différence, par le fait qu'on ne peut plus accepter le cadre européen tel qu'il est. Il faut transformer l'Union européenne. Sinon, pays après pays, on aura ce qui va se passer en Hollande. C'est-à-dire qu'on aura des issues de plus en plus nationalistes et xénophobes à force de contourner les souverainetés et à force d'imposer des politiques qui font le malheur des peuples à peu près partout. Et là, c'est la même politique. Arnaud Leroy, vous n'êtes pas pour augmenter la dépense publique, si dans une certaine mesure, puisque Emmanuel Macron propose un plan d'investissement de 50 milliards d'euros, me semble-t-il. D'investissement, ça c'est comme le cholestérol, vous en avez du bon et du mauvais. Là, c'est de la dette productive, donc transition écologique, transition de formation. Donc côté dépenses, vous financez comment ? Parce que finalement, c'est la même question qu'Éric Coquerel. On a les mêmes sujets que les autres. On parlait de la taxe carbone tout à l'heure, donc on aura une trajectoire, on a des économies qui seront réalisées, et surtout, vous êtes dans l'investissement. Donc on n'est pas dans du fonctionnement. C'est important de faire la différence. C'est ce que dit également Éric Coquerel. Oui, mais on n'est pas dans la même mesure. Non, mais nous, on a augmenté le fonctionnement. Okay. Oui, baisse de 60 milliards. Donc, et 100 milliards nous, on revendique aussi un non-renouvellement d'un certain nombre de fonctionnaires, donc 120 000, ça nous a été reproché, et on pense surtout que c'est réaliste et équitable et juste. Je crois sincèrement qu'il faut qu'on soit clair, et moi je ne suis pas pour augmenter la dette. Je suis un jeune papa. J'ai pas envie de lester, de mettre des papas en plus dans le sac à dos de mes gamins. Mais vous ne lestez pas si c'est des investissements pour l'avenir. Mais vous ne lestez pas si c'est des enseignants que vous éduquez pour justement faire en sorte que vos enfants soient mieux éduqués. Je peux répondre ? Bien sûr, mais je vous dis simplement qu'on ne peut pas non plus toujours être dans le « oui, c'est de l'investissement ». Aujourd'hui, la France doit emprunter, à partir du mois d'octobre, pour payer son fonctionnement. On ne peut plus continuer comme ça. Nous, c'est le discours qu'on tient en français. On essaie d'être équilibré.
calibrage économique du projet d'Emmanuel Macron a été présenté, disséqué par les meilleurs économistes de notre pays. Alors certains disent qu'il y a un peu de tout dans ce programme, que c'est en plus une sorte de Fillon light, puisque ça va effectivement dans le sens d'une politique de l'offre, mais un peu plus mesurée. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron parle d'alternance. Voilà. Vous me posiez la question tout à l'heure de François Hollande. Nous revendiquons le terme de l'alternance. Ça ne sera pas la simple continuité. On ne peut pas non plus jeter tout ce qui a été fait par François Hollande dans ce quinquennat. Le pacte de responsabilité, et j'entends ce que dit Éric Coquerel, sauf que l'économie française ne se résume pas au CAC 40. Moi, j'ai travaillé sur le CICE. Beaucoup de sociétés ont survécu grâce au CICE. Vous savez très bien que ça n'a quasiment pas mais créé c'est pas d'emploi. vrai. Mais c'est pas vrai. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, monsieur Coquerel. Finir, mais simplement, non, mais regardez, il y a un rapport qui a été fait par la rapporteure générale Valérie Rabault à l'Assemblée nationale. Vous verrez à qui ça a bénéficié. 75% aux PME, et surtout, j'entends que ça n'a peut-être pas créé les 400 000 emplois annoncés, mais moi j'entends surtout que ça a évité, ça coûte cher pour 120 000 emplois ça a évité d'en détruire. 48 milliards pour 120 000 emplois créés. Il faut qu'on ait ce débat-là. Le débat sur la compétitivité, il n'est pas fini. On a pris le bâton de pèlerin en juin, le rapport gallois. L'économie française est fragilisée, faible, et il est mensonger de faire croire que tout ira mieux en juin prochain parce qu'on va investir 180 milliards. Il y a un travail de fond à faire sur la qualité de ce qu'on produit et ce qu'on vend, et vous avez la réponse encore, des efforts à faire sur les chiffres du commerce extérieur. Voilà ce que nous proposons de manière très réaliste et assumée devant les Français. Philippe Bas, est-ce que justement le programme d'Emmanuel Macron n'est pas une sorte de Fillon un peu light, donc peut-être plus réaliste ou plus facile à mettre en place, si évidemment il est élu? Enfin, surtout, c'est un programme qui ne change rien. Comment oser revendiquer l'alternance quand on a été l'inspirateur de la politique économique de M. Hollande et son exécutant comme ministre de l'économie? Alors je vois bien, vous avez supprimé la taxe carbone, vous voulez la rétablir, ça ne suffit pas à faire l'alternance. Jamais supprimé la taxe carbone, M. Bas. On a su l'amener au bout. La question qui nous est posée, c'est celle de mettre en œuvre des moyens réellement énergiques et nouveaux pour déclencher un choc de compétitivité qui remette la France dans la course. Je ne vois rien de tout ça dans une fausse alternance et une fausse rupture. Il ne suffit pas de brandir les termes qui ont été la caractéristique du projet radical de François Fillon pour être réellement un candidat de la transformation. Quant à M. Coquerel, je veux lui dire, avec tout le respect que j'ai pour M. Mélenchon, qu'on trompe les gens. Quand on leur parle d'investissement par l'emprunt et de redistribution sans penser aux conditions de la production. Oui, la politique de l'offre, comme vous avez dit, c'est essentiel qu'un artisan, un commerçant, un chef d'entreprise puisse se dire, la France, c'est un pays où il fait bon investir, où il fait bon créer de l'emploi. C'est la première des priorités. La première des priorités n'est pas de distribuer un argent que les Français n'auront pas gagné. On ne peut pas faire comme ça. Donc, à la fois, un projet insipide, préparé à la dernière minute, dans les dernières semaines qui précèdent l'élection présidentielle, celui de M. Macron, un projet révolutionnaire. M. Mélenchon, ancien socialiste, devient communiste au moment où même les communistes chinois sont devenus capitalistes. Comment voulez-vous que les Français puissent se laisser enfermer dans un tel choix? Je sais pas si c'est le choix de M. Fillon, c'est celui du redressement du pays. Je ne sais pas si pour ne pas parler des affaires, on va faire des caricatures, mais le débat ne va pas beaucoup avancer. Non, la question justement, c'est de mélanger un petit peu, comme le faisait M. Philippe Bas, toutes sortes de gens qui produisent des richesses. La question, c'est pas de prendre plus aux artisans, ni même aux petits chefs d'entreprise, évidemment pas aux salariés, etc. C'est le fait que notre pays n'a jamais produit autant de richesses, en réalité. Depuis des années, nous produisons toujours plus de richesses. Quel est le problème qui explique que, tout d'un coup, on nous explique qu'il faut baisser les dépenses publiques, qu'il y ait moins d'enseignants, qu'il y ait moins de policiers? Je vous rappelle, vous avez quand même supprimé 13 000 policiers et gendarmes, vous qui, sans arrêt, arguez de... Vous voulez augmenter le budget de la défense. C'est le fait que l'argent part, et ça c'est pas seulement en France, mais de manière mondiale, dans les poches d'un capital qui ne s'investit pas. Et ça, les chiffres économiques le disent. Les dividendes n'ont pas cessé d'augmenter, alors même que l'investissement diminue par 2. Donc, pour reprendre par exemple la question du CICE dont on parlait à l'instant, le problème n'est pas de ne plus donner d'aide aux entreprises, mais c'est de donner aux entreprises qui produisent, qui respectent le contrat à durée à déterminer, l'égalité de salariés hommes-femmes, et de ne pas donner sans contrepartie, ce qui fait qu'en réalité, l'argent la sortir de conditions. Par effet d'aubaine, elle va directement dans les dividendes, et là, ça ne s'investit pas, et ça met les pays en concurrence les uns avec les autres sur des politiques de compétitivité qui entraînent un moins-disant social et écologique partout dans
le monde à cause du libre-échange que l'on subit depuis 30 ans. C'est avec ça qu'il faut interrompre. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que des gens aujourd'hui qui appliquent cette politique depuis 30 ans nous disent il faut encore faire pire pour soigner l'économie et nos pays. Mais enfin, à la fin, c'est la saignée de Molière, cette histoire. Adélaïde Zulfikar-Pašić, dans les sondages, finalement, quels sont, vous dites, c'est le chômage, c'est le travail qui intéresse le plus les Français. Comment classent-ils justement les différents programmes? Tous parlent de rupture, mais évidemment, ils sont très différents entre la politique de l'offre, la politique de la demande, la sortie ou pas de l'euro. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils classent les différents programmes. Il y a un élément qui est intéressant et qui est lié à la dynamique d'Emmanuel Macron. Quand on demande aux électeurs quels sont les leviers de leur vote, ils placent, donc tout électorat confondu, les propositions politiques de leurs candidats comme première réponse. Sauf pour Emmanuel Macron, ils nous disent, c'était la première réponse qu'on observait jusqu'à présent, ils nous disent c'est un peu un choix par défaut. Et ça montre bien que les candidats, quels qu'ils soient, ont quand même du mal à être audibles. Et cette espèce de crise de la campagne qu'on est en train de vivre et qui dépossède les Français de l'élection, du débat, les pousse aussi à se tourner vers un candidat pour lequel ils ont de l'appétence, parce qu'il incarne le renouveau, parce qu'il incarne des choses nouvelles. Emmanuel Macron, Français. donc. Voilà. Mais il nous disait jusqu'à présent, c'est un choix par défaut. Je précise quand même que cette proportion est en train de s'équilibrer depuis la présentation de son programme. On a une proportion équivalente désormais d'électeurs d'Emmanuel Macron qui nous disent je vais voter pour lui pour son programme versus par défaut. Donc c'est en train de s'inverser, mais jusqu'à présent, c'était là-dessus qu'il se positionnait. Ça montre bien aussi le déficit de visibilité, de compréhension des différents programmes par les Français, parce qu'on ne les a pas informés jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a pas au-delà de ça un rejet de la classe politique quand même qu'on ressent finalement également via Alors ce rejet, on le ressent, mais il n'est pas nouveau. Ça fait quand même maintenant plusieurs dizaines d'années. Quand on regarde les indicateurs année après année, on voit que les Français effectivement n'ont plus confiance dans les politiques. Ils nous déclarent aussi, quand on leur demande quels sont les mots qu'ils associent à la classe politique, et les termes même de dégoût et de haine sont des mots maintenant qui sont prononcés. Il y a une enquête Ipsos qui était très intéressante à cet égard. Qui montre dégoût, vous dites. Dégoût. Quand même très loin. Alors, 4 Français sur 10, dégoût. Et c'est un score qui a augmenté depuis le début de cette séquence électorale. Oui, effectivement, les Français sont... mais paradoxalement, ils ont aussi développé une sorte de cynisme par rapport à la question des affaires. Nous, aujourd'hui... C'est nouveau, ça ? Non, c'est pas nouveau. Et on a 70% des Français, on mesurait déjà en 2013, donc il y a quelques années, qui nous disent de toute façon... les politiques, qui sont à peu près tous pareils, la plupart sont corrompus, donc c'est presque quelque chose qu'ils ont intégré et qui fait aussi d'ailleurs que les dégâts... Ça profite à Marine Le Pen, ce type de raisonnement ? Ça profite à Marine Le Pen, ça profite en tout cas sans doute effectivement à la contestation quelle qu'elle soit, que ce soit l'abstention, en tout cas des formes d'expression qui ont vocation à exprimer un dégoût, une colère. Donc ça peut être le vote Marine Le Pen, ça peut être l'abstention, ça peut être d'autres formes d'engagement ou de prise de distance. Arnaud Leroy, est-ce qu'il n'y a pas un rejet tout de même des élites assez fort ? Finalement, le positionnement d'Emmanuel Macron de se dire « je suis ni droite ni gauche », c'est que quelque part, il voulait dépasser les partis, j'imagine, pensant que les partis avant étaient dépassés. Avant de répondre pour Emmanuel Macron, je vais vous raconter une petite anecdote. Il nous reste 2 minutes, alors on a Moi, plus beaucoup quand j'ai fait campagne, que ce soit en 2011 ou au municipal de 2014, ce qu'on me disait, c'est « ah, vous êtes jeune, donc vous n'êtes pas encore pourri ». Et je trouve que c'est révélateur du climat qui existe entre un peuple qui élit des représentants et nous qui sommes des politiques et qui allons au-devant d'eux. Sur la question d'Emmanuel Macron, nous, on est arrivé à une conclusion. Le quinquennat Sarkozy, le quinquennat Hollande, quand on fait le tour, parce qu'on fait quand même pas mal de rencontres, petite société, petite ville, tout le monde, fonctionnaires comme employés ou artisans, qu'est-ce que nous demandent les gens ? Des solutions. Ils s'en foutent que vous soyez de gauche ou de droite. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on combatte la question du chômage. 6 millions de chômeurs ou de travailleurs pauvres, qu'on s'occupe de l'école, qu'on construise un avenir, qu'on soit capable d'assurer la qualité de ce que les gens mangent, la sécurité quotidienne, c'est ça. Et ça, à un moment donné, les gens vous disent, voilà, si vous êtes de droite ou si vous êtes de gauche, si vous êtes incapable de vous entendre pour répondre à ça, on se dirige, entre autres, vers Marine Le Pen, qui est encore en tête dans les sondages ce soir. Philippe Bas, qu'il n'y a pas un rejet tout de même des élites et de la classe politique dans son ensemble ? Les gens n'aiment pas les marchands de bonheur et ne veulent pas qu'on les paye de mots. Donc, qui sont les marchands de bonheur ? Il ne suffit pas d'habiller un discours creux en se réclamant de l'alternance et de la rupture. Il faut concevoir, en travaillant pendant longtemps, en parlant avec les responsables économiques, sociaux, les forces vives de ce pays, un programme de réforme radicale. C'est ce qu'a fait François Fillon. Et je pense en effet que la crédibilité de la politique sera restaurée quand on aura une politique publique qui donnera des résultats
dans la lutte contre le chômage. Éric Coquerel, vous concluez très rapidement justement cette question. Très rapidement, je pense que... Il y a un hiatus entre la classe politique et l'opinion. Mais ce que les gens, et ce que nous d'ailleurs ne supportons plus, parce que je ne me sens pas si paré de ça, c'est le fait qu'on a des gouvernements, et c'est bien pour ça que les gens ne se reconnaissent plus en droite ou gauche, qui depuis 10 ans font la même politique, certains en assurant qu'ils vont faire l'inverse, et qui est une politique qui ne cesse en réalité d'appauvrir le pays, de créer du chômage, et qui en plus de ça est en train de s'empêtrer maintenant dans des affaires toutes plus nauséabondes les unes que les autres. Je pense que c'est ça le ras-le-bol qui s'exprime, et c'est ce qu'on dira samedi à 14h à Bastille pour la marche pour la 6e République. Merci à tous les quatre. Restez avec nous tout de suite. Un œil sur les médias. Bonsoir Anthony Saint-Léger pour un œil sur les médias et vous allez revenir sur les 40 jours du premier tour. On est à 40 jours, même pas, un peu moins je crois, 39. Hein, oui, 39 du premier tour de la présidentielle et chaque jour, ou presque, a son rebondissement. On en parlait à l'instant. Mais c'est pas forcément facile de s'y retrouver entre les révélations, les convocations, les ralliements, les abandons. Et justement, eh bien, nos confrères de l'AFP ont mené cette petite infographie qui ressemble d'ailleurs à un petit jeu de loi avec destination finale. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir à l'écran avec destination finale l'Élysée donc qui permet d'y voir plus clair. Alors on pourrait rajouter sur cette infographie le soutien du Parti radical de gauche à Benoît Hamon qui a été annoncé dans la soirée, c'est ce qu'indiquait le parti dans un communiqué, même si, comme le soulignent nos confrères de Libération, sur les 19 parlementaires du PRG, 6 ont déjà apporté leur soutien à Emmanuel Macron, lui qui disait hier ne pas avoir monté une maison d'hôtes pour celui donc c'est pour le confrère de Libération, c'est une auberge espagnole même. Alors que ce soit Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou encore François Fillon, c'est vrai que la campagne est polluée par les affaires judiciaires, de quoi forcément inspirer les internautes. Et pour ce tweeto, il a détourné la campagne anti-fraude de la SNCF et de la RATP. Voilà, vous avez quelques déclarations. En l'appliquant d'abord à François Fillon, ta mise en examen, tu n'en as rien à faire, va jusqu'au bout. Ou à Marine Le Pen, ta convocation chez les juges, dis que tu n'y vas pas. Et ces affaires judiciaires, ça inspire forcément aussi, c'est du pain béni pour les dessinateurs. Leurs dessins sont souvent très relayés sur les réseaux sociaux. C'est le cas de celui de Lara. Pourquoi ça ne tombe que sur moi? Ah mais c'est du sur-mesure, monsieur, en référence bien sûr à l'affaire des costumes de luxe. Ou encore le dessinateur CAC qui reprend les thèmes de Jacques Séguéla. Tu sais, si à 63 ans, tu n'es pas mis en examen, tu as raté ta vie. Alors, il y a aussi cette vidéo qui a été très partagée sur les réseaux sociaux, car face à cette campagne dont on oublierait presque le contenu, et ça a été repéré par nos confrères de l'Opinion pour son discours au Trocadéro. François Fillon, 2017, a repris les mots de François Fillon, 2007, lorsqu'il était Premier ministre. Écoutez. Elle fait de chacun d'entre nous le compagnon de l'autre. La République, elle n'est que mouvement. Si elle tombe, elle se relève. Tel Gavroche sur sa barricade. Elle se relève toujours. Et c'est la faute à Voltaire, et c'est la faute à Rousseau. C'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clémenceau, à Gambetta, à De Gaulle et aux héros de 20 ans de la Résistance. Vivre, ce n'est pas se résigner, écrivait Camus. Sans cesse dans son histoire, la France a cru au mouvement. Elle n'a jamais fait bon ménage avec le statu quo et les arrangements à la petite semaine. Ce que le général de Gaulle qualifiait en son temps de petite soupe sur son petit feu dans sa petite marmite. On appelle la constance. Oui, voilà. Alors, on ne pourra pas l'accuser de plagiat. Non, puisque ce... Mais on peut se poser la question, c'est faute de temps ou manque d'inspiration. En tout cas, pas de réaction du côté des fillonistes, mais du côté des internautes, on s'en est donné à cœur joie. Conservateur jusqu'au bout pour cet internaute. Pour cet autre internaute, c'est un programme rétrograde, servi par un discours recyclé, aucune originalité. Ou cet autre tweeto qui lui préfère en ironiser, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, plusieurs comptes Twitter ont été victimes, je le disais il y a quelques instants, d'un piratage à très grande échelle. Et vous nous en dites plus, Anthony. Oui, alors Amnesty International, Forbes, l'émission Envoyé spécial ou encore la marque Nike en Espagne. Plus d'une centaine de comptes hackés dans le monde entier avec ce message de propagande en turc. Allemagne nazie, Pays-Bas nazi. Voici une petite claque ottomane pour vous. Rendez-vous le 16 avril, c'est la date du référendum constitutionnel. Une accusation de nazi employée par le président turc ces derniers jours à l'égard des Pays-Bas et de l'Allemagne qui ont annulé plusieurs des meetings de ses partisans. En cause, la plateforme Twitter Counter, basée aux Pays-Bas. En
2 mots, ça permet aux utilisateurs de Twitter de mesurer la popularité de leurs tweets. Et pour avoir accès aux statistiques des comptes, ils ont besoin d'autorisation d'accès. Alors la plateforme incriminée a d'ailleurs confirmé le piratage, précisant qu'une enquête avait été lancée d'abord, que l'application était désormais bloquée sur Twitter. Elle a tenu aussi à rassurer ses utilisateurs, précisant que les mots de passe et les informations bancaires n'avaient pas été compromises puisqu'elles n'étaient pas conservées. Alors justement, si vous avez un doute, vous pouvez vous rendre sur votre compte Twitter dans la rubrique paramètres, révoquer l'accès des programmes auxquels vous souhaitez mettre fin. Vous pouvez aussi, je vous le rappelle, renforcer la sécurité de votre compte Twitter grâce à la double authentification. Merci Anthony pour un œil sur les médias. Merci encore à tous les cas d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.